après avoir fait cette excursion dans les années 1952 avec l'ouvrage de Blaise Cendrare et de Manzon sur le Brésil et ensuite cette belle promenade avec les Veloci Women au tournant du 19e siècle, je vous emmène dans les années 1930, plus précisément dans l'année 1937, année qui a vu la publication donc, du Cœur de pique que je fais passer aussitôt pour que vous ayez une impression. Il s'agit d'une réédition de 2004 de cet ouvrage de 1937 qui a été donc reproduit en fac-similé, parce qu'on ne pouvait pas disposer de tous les clichés photographiques. Ils ont donc dû faire une reproduction telle qu'elle et non une réelle réimpression. Très bien. Et donc j'ai essayé aussi de penser ma communication un petit peu intermédiaire entre le livre dit surréaliste, c'est-à-dire ce livre appartenant aux avant-gardes de l'entre-deux-guerres, plus précisément à l'avant-garde surréaliste, et pour voir un petit peu comment ça peut évoluer vers le livre dit d'artiste des années 1960 et au-delà. Donc une œuvre de signature, c'est le propre de tout livre surréaliste et de la plupart des livres d'artistes aussi. Espace d'expérimentation et de dialogue entre deux manifestations de l'imaginaire, le livre surréaliste et son prolongement, le livre d'artiste contemporain, constitue un véritable changement de paradigme dans la conception et la matérialité de l'objet livre. Donc, et vous allez voir que la matérialité a été particulièrement travaillée dans le Cœur de pique. L'une et l'autre de ces deux traditions, tous deux prolongent de multiples façons la matérialisation du signe, la spatialisation de la page et la remise en question de la linéarité de la lecture, inaugurée par le coup de dé malarméen. Ils accueillent le texte et l'image plus ou moins simultanément. C'est toujours une grande question qu'il s'agit de poser. Qu'est-ce qui précède l'autre forme d'expression? Donc ils accueillent plus ou moins simultanément ce qui les distingue du livre illustré style 19e siècle, où l'image a été systématiquement choisie a posteriori. Donc le texte existe et ensuite l'éditeur décide de faire illustrer son livre par un grand peintre la plupart du temps. Donc ces formes livresques font se croiser deux moyens d'expression hétérogènes, l'écriture d'une part et l'image sous toutes ses formes d'autre part, mais c'est uniquement l'image photographique qui nous intéresse. Pourquoi faire? Afin d'explorer les effets de collusion et de collision entre le littéral et le figural. Selon la modalité de la dynamique texte-image, se déployant au sein de l'espace livresque, le degré de coïncidence entre les deux langages est variable. Les coïncidences dépendent du type de démarche collaborative dans laquelle se sont engagés les deux créateurs, souvent guidés ou du moins conseillés par l'éditeur, le troisième partenaire que l'on tendance à oublier dans l'élaboration d'un projet de publication. Donc je pense dans le cas du livre surréaliste à Corty, par exemple, et dans le cas de livres québécois, dont je vous vais montrer un exemple à la fin, à Jacques Roselin, qui dirige les éditions Roselin et qui produit des livres d'artistes fabuleux. Donc je m'intéresserai précisément à la notion de frontière entre l'écrit et l'image photographique, en ce qui a trait à leur degré de coïncidence, à partir d'un livre peu connu et encore moins souvent commenté par la critique. Il s'agit donc du Cœur de pique, réalisé par une écrivaine poétesse qui s'appelle Lise de Harme, que vous voyez donc sur la carte de pique, réalisée par Man Ray, et par ce portrait-là, et de l'autre côté par l'écrivaine photographe Claude Quin. Aaron Kibidi Varga suggère que l'on doive nécessairement se tourner du côté des coïncidences, c'est-à-dire des cas où la forme de deux artefacts est inséparable. Il distingue trois cas de coïncidence. Elle peut être dans le sens décroissant, entière, partielle ou cachée. La rencontre avec l'autre créateur, avec l'autre en soi. Dans le cas du livre d'artiste, c'est souvent l'artiste qui se dédouble en écrivain ou en poète, contrairement au livre surréaliste. Donc il peut s'agir en effet d'une androgynie créatrice. Cette collaboration, qu'elle soit donc double ou dédoublée, soulève une série de questions. Comment s'effectue le partage de l'espace des pages? Comment imposer sa voix, sa vision, tout en respectant le terrain de l'autre, en prenant garde aux limites qui ne devraient pas être transgressées? De quelle nature sont ces livres qui naissent sous la plume des auteurs et à travers
l'œil et le regard des artistes visuels. Et dernière question qui va m'occuper à la fin de ma réflexion, quelle posture devrait adopter le lecteur face au livre qui devient un objet iconotextuel pour affronter le croisement des regards. Donc pas la posture des Velocity Women, mais la posture du lecteur à laquelle je m'intéresserai. Donc j'arrive à mon exemple. La démarche collaborative repose sur les affinités lectives entre deux créateurs qui se lancent le défi de trouver un terrain d'entente sur lequel ériger l'œuvre portant deux signatures. Donc là, on le voit très bien d'ailleurs. Dans l'exemple choisi, la signature de Lise de Harme occupe la partie supérieure de la couverture. C'est elle, l'auteur, c'est elle qui est à l'initiative du projet aussi. Et celle de Claude Quin s'affiche en bas de page, telle la légende de l'image qui orne la page couverture. Publié en 1937 chez José Corti, Le cœur de Pic, l'ouvrage est considéré par Paul Éluard dans la brève préface comme un, je cite, livre d'images qui a l'âge que vous voulez avoir. Donc une adresse directe au lecteur qui est faite d'office. Très connue dans les cercles surréalistes, rappelons que l'écrivaine poète faisait partie des salonnières mondaines du Paris de l'entre-deux-guerres, qu'elle passait pour l'une des nombreuses égéries du surréalisme et qu'elle animait elle-même sa propre revue, Le Phare de Neuilly. De Harme rassemble dans ce recueil hybride une série de poèmes consacrés à l'univers floral et au règne animal, l'ensemble étant animé d'un réalisme magique. Le lecteur y fait la connaissance d'une belle de nuit pour qui, jouant du Seigneur, je cite, donnerait sa vie. Dans ce féerique jardin des plantes, il entend ensuite se plaindre une immortelle qui ne meurt que de regret. Il voit des azalées dans un beau petit panier et aussi une capucine qui a pleuré des larmes de glycine pour la mort du papillon blanc, son amant. C'est au milieu de ces paysages champêtres, de ces fleurs fanées au bout de la nuit et de ces bêtes impassibles dans les prés que Pic fait son apparition pour partager ses ennuis avec le lecteur. Plutôt que de jouer avec les petites filles dans les hôtels, il préfère s'ennuyer. Il demande qu'on lui amène le diable ou même le bonhomme de sable, quelque sauvage ou un ivrogne, ou qu'on lui prête un moment une boîte d'allumettes. « Ah, quelle belle flambée, mes enfants !» s'exclame alors le petit héros au manteau vert et au béret basque, qui a l'air si sage sur la page couverture. Avec l'entrée en scène de Pic, l'univers poétique bascule définitivement du côté du merveilleux et de l'irrationnel propre à l'enfance. C'est à ce Pic frondeur que le lecteur identifiera désormais la voix du moi lyrique. Il nous apprend que d'une plume tombée par terre poussera un plumier, que trois petits souliers peuvent monter tout seuls l'escalier, et que si le nerf de sa petite dent le mord, Pic prend un petit bâton pointu, pan, le nerf se transforme en petit serpent mort. D'emblée, nous l'avons vu, la couverture indique au lecteur que l'œuvre est née d'une collaboration entre deux créateurs, puisque les 32 poèmes dont je viens vous donner le ton insolite sont illustrés de 20 photographies par Claude Quin. Le monde surréal de Pic, riche en aventures invisibles, c'est un terme que j'emprunte aux aveux non avenus de Claude Quin. Donc le monde surréal de Pic, riche en aventures invisibles, correspond parfaitement à l'imaginaire onirique de Quin dans ces années 1930. L'auteur photographe l'avait exploré dans les récits de rêves publiés dans le Disque Vert, revue publiée par Henri Michaud. Elle avait également exploré cet univers-là dans Prenez garde aux objets domestiques, mais surtout dans les 10 photomontages insérés en 1930 dans Aveux non avenus. Sollicité par Lise de Harme et Paul Éluard, qui sert d'intermédiaire aux deux créatrices. Je cite un extrait de la lettre adressée par Éluard le 15 août à Claude Quin. Donc Éluard écrit « Vos photos sont idéales pour les poèmes de L'heure des fleurs ». C'était le titre originel, L'heure des fleurs, qui va ensuite devenir Le cœur de Pic.
Je crois que ce petit livre aura un immense succès. Évidemment, si Éluard signe la préface, ça peut augurer quelque chose de positif. Donc Claude Cahun élabore ici un nouveau type de représentation photographique qu'à juste titre, François Leperlier qualifie de tableau photographique. Le terme rend justice au caractère théâtral de ces images qui s'apparentent à des compositions plastiques d'objets hétéroclites. Au premier regard, ces 20 photographies, c'est le terme utilisé sur la page couverture, donc la page couverture annonce la nature des illustrations, ces 20 photographies ressemblent étrangement à des photomontages, plus facilement déchiffrables en revanche que les héliogravures insérées dans Aveux non avenus. Donc je vous montre simplement 3 exemples de ces héliogravures d'Aveux non avenus pour arriver aussitôt à ce type d'image photographique ici. La planche photographique choisie pour la couverture, rehaussée à l'aquarelle, donc toutes les photographies ont été réalisées en noir et blanc et ensuite il y a eu cette technique de rehausser à la couleur. Cette planche photographique en est l'exemple parfait. Elle suggère, comme toutes les planches insérées entre les pages du livre le feront à leur manière, un travail d'assemblage propre au collage Dada et à la pratique surréaliste du photomontage. Admirons ici la dame de pique ayant été montée, admirons ici Pique, qui est le fils de la dame de pique, héros au grand cœur en bois de métal, debout devant 7 cartes de jeu, une 8e, la dame de pique justement, ayant été montée comme drapeau étendard sur un bâton en bois. Dans les autres tableaux reproduits sans exception en noir et blanc, se trouvent réunis dans un cadre naturel, le plus souvent un jardin, ou alors arrangés dans un décor domestique, divers objets, tissus, miroirs, des poupées ou autres figurines appartenant généralement à l'univers enfantin. On reconnaît d'ailleurs beaucoup de motifs chers à Claude Cahun dans cette réalisation de faux photomontage. L'âge tendre, idéal surréaliste par excellence, est valorisé textuellement et visuellement. Ce qui fait Éluard s'exclamer dans sa lettre à Cahun, je cite à nouveau Éluard, « Ce sont de pures merveilles qui flattent ce qu'il y a encore de très enfantin en nous », et le trait est marqué en italique. De quoi ont l'air ces planches? Donc la mise en scène de ces drôles d'univers suggère qu'il s'agit de photomontage, comme je viens de vous dire, tant l'assemblage d'éléments tels que des œufs anthropomorphes sous une cage d'oiseaux paraît singulier. De façon similaire, la planche 6 renforce l'idée d'un photomontage, tant la juxtaposition d'un cerf et d'un dé à coudre, d'un hérisson et de ciseaux reposant sur des tissus semble hétéroclite. Connaissant la série des spectaculaires autoportraits réalisés par le couple Claude Cahun et Marcel Mort dans les années 1920 et 1930, on pourrait dire que pour le cœur de pique, Claude Cahun privilégie la staged photography inanimée. Tous ces objets ne bougent pas. Riche de son expérience au théâtre du plateau de Pierre-Albert Birot, la photographe place sur une même scène, à l'intérieur d'un cadre restreint, ces objets trouvés, autre valeur surréaliste, qu'on connaît très bien, ou des objets fabriqués puis détournés de leur contexte d'origine en faisant semblant de capter des moments précis d'un spectacle qui est en train de se dérouler sous les yeux du lecteur. Un spectacle en cours de représentation. Figé dans un espace souvent sursémiotisé, auquel s'oppose un temps indéterminé et fixé sur la pellicule, les images photographiques manifestent une belle maîtrise dans l'effacement de l'échelle des grandeurs, des proportions, dans le jeu des perspectives, des ombres, dans les nuances de gris propres au médium photographique. Ces trompe-l'œil, feignant à la fois le montage réfléchi et l'instant décisif, créent une fausse impression de réalité à cause de leur proximité avec les caractéristiques du théâtre. Ils rendent palpable ce que Leperlier appelle le petit théâtre d'enfance,
précieux et intimiste, dont chaque image présente une nouvelle péripétie. Les pages de droite, ce qu'on appelle les belles pages en termes d'imprimerie, recréent visuellement, sous forme de scénettes, en s'appuyant sur un objet, une idée textuelle, le petit théâtre de Pic que Lise de Harme évoque dans ses poèmes. Suivant cette logique, les illustrations photographiques correspondraient à des vies parallèles vécues par les personnages miniatures dont Pic est le meneur de jeu. Comme dans cette double page où le poème évoque le mal de dents dont souffre Pic et que la photographie montre, sur la page de droite, une moulure de dents à l'intérieur de laquelle se bat une figure, tel un chevalier contre le nerf associé à un serpent. Le nerf de ma petite dent me mord, prends un petit bâton pointu, pend, c'est un petit serpent mort. Ou dans cet autre exemple d'une double page sur laquelle, à travers la ligne de partage, se croisent les mots évoquant des médecins qui parlent toujours d'huile de ricin, de guimauve de farine de lin, et les choses représentées par une petite cuillère posée sur une feuille de papier, placée à son tour sur la double page d'un livre d'herboristerie. De manière générale, les images répondent de près ou de loin, comparables aux effets de l'écho aux 32 poèmes mélancoliques et quelque peu malicieux de la poète. Ou pour reprendre la formulation de l'éditeur Mémo, responsable donc de la réédition qui est en train de circuler ici, donc réédition facsimilée, je cite, « Brève comptine, assemblage énigmatique et photomontage s'accordent dans une très grande liberté. » Les images réalisées par Quin, probablement toujours avec le concours de Moore, mais je n'ai trouvé aucune trace de cette collaboration cette fois, simplement pour la réalisation des images photographiques. Donc les images de Quin ajoutent à l'album pour enfants. Il y aurait d'ailleurs lieu de s'interroger sur l'appartenance générique, s'agit-il vraiment d'un album pour enfants? Ces images donc ajoutent non seulement une valeur symbolique, mais également un aspect hautement théâtralisé à l'image de l'enfance. C'est au sein de l'album, face au verbe, que les tableaux photographiques prennent toute leur valeur illustrative dans le sens élargi du terme illustration. Donc nous ne sommes évidemment pas du tout dans la logique de l'illustration style 19e siècle. La démarche collaborative aboutit dans le cœur de Pic à une œuvre à quatre mains, à un dialogue fécond et stimulant entre poésie et photographie. Cette collaboration s'avère complémentaire et homogène à un point tel que, comme dans le cas d'une coïncidence partielle, je reprends ce terme de Kebedi Varga, le pictural et le textuel se répondent d'une page à l'autre, s'éclairent mutuellement, sans être imbriqués l'un dans l'autre, comme c'est le cas du poème figuratif ou de la poésie, de la peinture textuelle. Texte et image semblent se nourrir d'un même imaginaire, mi-rêveur, mi-tourmenté, l'un rehaussant la poéticité de l'autre. Page de gauche et page de droite forment à chaque nouvelle rencontre un tout. L'ensemble témoigne d'une seule force créatrice, comme si, après les nombreux recueils de poésie de Lise de Harme, je pense à Il était à une petite pie, et les nombreux romans de Lise de Harme toujours, et les multiples expérimentations tant littéraires que photographiques de Claude Quin, était venu le moment de suspendre le mot et l'image dans un espace-temps indéterminé, c'est-à-dire celui de l'enfance. N'est-ce pas cette idée que suggère le lit de poupée qui accompagne la débonnaire saponaire et la centaurée déprimée s'étant levée ce matin du mauvais pied? L'idée que dans cet univers, le temps est celui de la récréation, tandis que le lieu est propice à la recréation d'un temps perdu, celui des jeux d'enfants. Le cœur de Pic est un livre précieux, véritable livre hommage, mais non à un auteur, plutôt à cette idée de l'enfance, donc véritable livre hommage qui se rapproche de quelque manière du livre objet, donc propre à l'avant-garde, sans en être un,
mais qui essaye donc de flirter avec ce genre pour les raisons que j'évoque très rapidement, mais je les évoque vraiment en rafale. Donc pourquoi parler à propos du cœur de pique en termes de livre-objet? C'est grâce à la conception spéculaire de l'écrit poétique et photographique permettant toutefois des écarts entre les deux moyens d'expression. C'est aussi par l'onirisme convoqué au sein de chaque double page, dont je vous ai montré quelques exemples. Troisième raison pour laquelle je parle de livre-objet, c'est à cause de ce simulacre d'une scénographie d'objets et de figurines, lorsque le lecteur prête une attention particulière aux tableaux photographiques caïniens, en essayant de les aligner devant son troisième œil, les uns à côté des autres, qu'on a du mal à faire évidemment parce que le texte nous dérange dans cet alignement. Mais il faudrait se livrer à cet exercice-là aussi. Quatrième et dernière raison pourquoi je voudrais peut-être discuter avec vous de ce statut de livre-objet, c'est parce que le livre est particulièrement soigné dans son aspect matériel. Il s'agit d'un format inhabituel. Il s'agit aussi d'un choix de papier beaucoup plus épais que pour le livre de Blaise Cendrars, par exemple, où on a accès à quelque chose de très simple, de très peu cher d'ailleurs aussi. La reliure est particulièrement travaillée aussi à l'extérieur et à l'intérieur. Et je parle bien sûr aussi en termes d'intérêt photographique. La qualité des reproductions photographiques est relativement bonne. Donc je ne dirais pas qu'elle est parfaite, mais elle est relativement bonne pour ce livre reproduit en 2004. Troisième temps de ma réflexion, où je fais un petit plaidoyer pour un mode de lecture croisé. Donc la démarche collaborative entre un auteur et un artiste se poursuit pour Lise de Harme avec la peintre-dessinatrice Léonore Fini, lorsque les deux créatrices signent Le poids d'un oiseau en 1955 et Eau violette en 1969. Quant à Claude Cahun, après l'expérience des photographies ludiques, elle choisira de séparer soigneusement écriture, par exemple pour le journal de guerre ou Confidence au miroir, et travail photographique, dont les clichés pris à Jersey, donc tout de suite après 1937, où la même année, Claude Cahun s'exile à Jersey pour fuir la montée du national-socialisme en Europe. Donc ces clichés pris à Jersey sont de nature intime, strictement privée, qui n'ont plus rien à voir avec les photomontages d'Avenue en Avenue ou avec ces faux photomontages du cœur de pique. Donc Cahun et Morse se photographient dans leur jardin à la Roquaise, devant des palmiers, parmi les plantes et les fleurs, couchés dans un petit bassin formé par les marées basses et ainsi de suite. Le poétique du cœur de pique a plus ou moins déserté ces scènes de vie privées. Cahun le retrouvera dans la série de 8 photographies réalisées à la toute fin de sa vie et qui n'ont jamais été publiées, qui portent uniquement le titre « Le chemin des chats » où elle se fait guider par un chat sur le mur d'un cimetière, les yeux bandés. La forme dynamique, donc j'arrive là à mon postulat d'un lecteur qui se fait spectateur aussi. La forme dynamique entre texte et image que propose le cœur de pique pose une question fondamentale qui me permet d'arriver à la fin de ma réflexion sur l'objet livre comme médium où le textuel et le pictural entretiennent des rapports dynamiques, parfois même dialectiques. La question est la suivante. La picturalisation du verbe et la poétisation de l'image photographique au sein d'un même espace plastique régi par la frontière verticale de la double page, tout en déplaçant parfois cette frontière quelques pages plus loin, parce qu'on n'est pas toujours dans la logique texte-image ou image-texte, parfois l'image suit quelques pages beaucoup plus loin. Donc cette picturalisation du verbe et la poétisation de l'image photographique n'implique-t-elle pas un nouveau type de lecteur? Un lecteur que je voudrais idéalement insoumis et pas comme soumis tel que cette lectrice dans le tableau de Magritte. En effet, dans les œuvres dites hybrides, le lecteur se doit d'être doublement alerte car il est autant sollicité dans le rôle du lisant que dans celui du regardant.
Il revient à ce spectateur, en fait c'est un lapsus scripturaire que je reprends à force de vouloir écrire trop vite. Le spectateur est devenu spectateur, mais finalement je suis très contente de ce lapsus-là. Donc ce spectateur est pleinement impliqué dans l'acte de lecture. Il est invité à naviguer entre les pages en faisant des allers-retours, d'assembler les différentes formes du dispositif texte-image, d'imaginer sa propre chorégraphie de lecture-spectature et de produire l'effet alchimique qui se produit dans les interstices des mots et des images. À cette seule condition, le spectateur, ou spectateur, là, je ne vais pas me répéter trop, parvient à construire du sens là où le lecteur traditionnel ne le soupçonne pas. Autrement dit, la texture hybride de livres tels que Le Cœur de Pique en appelle à un acte de lecture qui se calque, comme le note Liliane Louvel dans le tiers pictural, sur son, je cite, objet d'étude, lui-même entre deux arts, entre deux médias, à proprement parler, inter, trait d'union, médial, fin de citation. Dès lors, le lecteur-spectateur participera à son tour du mouvement dialectique d'apparition, de disparition entre le textuel et le pictural. Je conclus. Le Cœur de Pique est un exemple parmi d'autres de ces formes livresques nées de l'esthétique transfrontalière propre aux avant-gardes historiques et qui se démarquaient de la pratique du livre illustré au sein duquel, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, l'image ajoutée a posteriori constitue le plus souvent une paraphrase visuelle du texte, selon les termes de René Rhys-Hubert dans Surrealism and the Book. De nouvelles significations peuvent apparaître dans les interstices des pages réservées aux mots et de ceux qu'occupent les images selon la lecture effectuée par le lisant regardant. Confronté à différents types de fragmentation de l'espace livresque, le lecteur devra à son tour témoigner d'une compétence double, l'amenant à lire les images et à voir les textes. Ce croisement de regards en tant que posture idéale de lecture-spectature s'avère facile à effectuer lorsque le livre s'inscrit dans le prolongement de l'illustration du texte par l'image, mais où la collaboration accorde aux images une certaine autonomie significative. Lorsque le parti pris des collaborateurs en faveur d'un équilibre relatif entre le textuel et le pictural, faisant s'alterner selon un rythme régulier mais variable les deux entités qui ont des dialogues entre elles, tout en menant des vies parallèles, c'était le cas du Cœur de Pique, la lecture de livres nécessite une attention accrue de la part du spectateur. Finalement, la conception du livre comme objet esthétique, et c'est le cas du livre objet avec trait d'union, donc cette conception peut être exposée dans une galerie ou dans un musée, et ce type de livre-là sollicite un regardant lisant particulièrement au courant des enjeux artistiques et littéraires propres à la démarche des artistes impliqués dans la collaboration. Car dans le cas des livres-objets, les frontières entre le textuel et le pictural paraissent mobiles, dans la mesure où des divers éléments constitutifs de l'œuvre peuvent être arrangés différemment. Et je vous montre deux exemples. Regardons-nous pour terminer et ouvrir vers la discussion ces livres d'artistes réalisés, pour le premier exemple, par Robert Filiou. Donc vous avez une valise contenant un certain nombre de documents et en tant que lecteur-spectateur, on est évidemment invité à manipuler le contenu de cette boîte valise ici. C'est le cas également de ce dernier exemple, donc deuxième exemple, réalisé en collaboration par Denise Deshôtels et Louise Dupré, avec la collaboration donc justement de Jacques Roselin, des éditions Roselin, installées ici à Montréal. En tant que regardant lisant, nous sommes invités donc à faire pleinement valoir notre expérience de lecture, à laquelle il convient d'ajouter celle du toucher. Jusqu'à présent, je vous ai toujours parlé en fait de l'implication des yeux surtout. La lecture, évidemment, on touche aussi, on fait passer les pages, mais ici on touche, on manipule les objets qui font partie du livre. Dans tous les cas de figure, et je termine vraiment là-dessus,
Le croisement des arts et des médiums favorise l'échange, souligne le seuil sur lequel se situent les créateurs au moment d'envisager l'affranchissement des limites de l'objet livre dans sa conception traditionnelle, ainsi que notre manière linéaire de lire.